Bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette web-série de 4 épisodes qui va vous parler de sécurité informatique et notamment de cybersécurité. La cybersécurité, c'est un métier. La cybersécurité chez 3S Sécurité, c'est notre métier. Malgré la recrudescence du nombre d'attaques depuis quelques mois, nous nous sommes rendus compte que les mesures de confinement et le télétravail ont intensifié les usages du digital et les risques inhérents à leur utilisation. De nombreuses campagnes de cyberattaques ont été observées dans le monde, et notamment depuis 2020, et bien sûr, la France n'est pas épargnée. Appréhender les risques de cybersécurité représente donc un enjeu majeur pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est que la cybersécurité? Comment se déroule une cyberattaque? Quelles sont les nouvelles menaces? Et quelles sont les parades et mesures à mettre en œuvre? Malgré la multiplication de telles déconvenues, des études démontrent que de nombreuses entreprises restent terriblement vulnérables aux cyberattaques. Des enquêtes récentes révèlent que 68% des conseils d'administration des petites et moyennes et grandes entreprises n'avaient pas reçu la moindre formation sur la façon de gérer une telle faille de sécurité. Nous vous entendons déjà poser donc cette question, mais comment protéger les personnes et données dans le cyberespace alors même que l'on ne s'y trouve pas physiquement? En effet, tout ça c'est virtuel. Et bien sûr, d'autres questions vont apparaître sur ce sujet qui est à la fois très vaste et très complexe. Sauf quand une attaque vient bloquer nos périphériques, endommager nos données et voler nos savoirs, ruiner nos entreprises. Là, ce n'est plus virtuel, c'est vraiment physique et ça nous arrive vraiment. Sans aucune prétention, cette mini-série de 4 conférences se propose donc de répondre simplement à ces questions. Mais avant de pouvoir y répondre, il faut commencer par vous expliquer quelques concepts simples du fonctionnement de l'Internet, de la sécurité appliquée au monde virtuel. Donc, comme Nicolas vous l'a dit, le premier épisode, aujourd'hui, on va faire une introduction à la cybersécurité. Le prochain épisode, jeudi prochain, on parlera d'authentification. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus clair pour vous si vous suivez cet épisode. Le 3 décembre, ce sera intégrité et disponibilité. 2 mots aussi qui paraissent un peu flous comme ça, mais ce sera vraiment plus clair. Et le dernier épisode qui se tiendra le 10 décembre permettra de vous apprendre à vous protéger. Donc il va être super intéressant pour vous, mais ne grillez pas les étapes. Vous avez besoin des 3 conférences qu'on va vous proposer avant pour vraiment comprendre et apprendre à vous protéger. Aujourd'hui, ce que vous allez découvrir, c'est qui nous sommes. Voilà, pourquoi nous parlons aujourd'hui. On va vous définir la cybersécurité et la cybercriminalité. On va parler ensemble de notions de réseau, des attaques possibles, des moyens de vous protéger assez globalement et surtout qui peut être touché. Donc, on va commencer par vous présenter l'entreprise 3S Sécurité. En fait, on a une petite phrase qui nous définit bien, c'est-à-dire que la sécurité de vos données, c'est notre enjeu au quotidien. Effectivement, la sécurité, c'est vraiment un problème au quotidien, vous allez le découvrir. 3S Sécurité est née de la volonté d'aider les entreprises à protéger les autres entreprises et notamment leurs données. Notre équipe est composée d'experts spécialisés depuis plus de 20 ans dans les métiers des systèmes réseau, du stockage des données et de la sécurité. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un manque au niveau de la cybersécurité dans la région Bourgogne-Franche-Comté et nous avons donc décidé de créer une structure qui pourrait permettre d'accompagner les entreprises à affronter les cybermenaces. Ce que nous savons faire et ce que nous proposons aux entreprises aujourd'hui, c'est de faire des audits qui permettent de faire un état des lieux de comment l'entreprise est protégée aujourd'hui ou non, la mise en conformité, voilà, la réalisation de schémas directeurs. C'est un plan d'action des choses qu'on peut mettre en place pour protéger votre structure. Vous pouvez aussi nous déléguer la sécurité de votre entreprise, même si vous avez des ingénieurs informatiques qui travaillent dans votre structure, ils n'ont peut-être pas le temps ou les compétences nécessaires pour gérer tout ce qui est cybersécurité. Et bien sûr, nous intervenons en cas d'attaque. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes présents avant l'attaque, pendant et après. 3S Sécurité accompagne les entreprises dans le développement de leur plan de continuité d'activité. Donc le plan de continuité d'activité se met en place avant une cyberattaque. On ne peut pas la prévoir, mais l'idée c'est quand même d'essayer de l'anticiper au mieux avec tout un tas d'outils que nous pouvons mettre en place pour vous. Nous aidons aussi les entreprises à construire un plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que même si tout ce que nous avons mis en œuvre pour protéger votre entreprise, s'il y a une petite faille, nous vous aidons à réparer cette faille et ensuite sécuriser encore plus le système pour que ça ne se produise plus.
Donc nous avons une expertise post-attaque virale et nous vous dépannons en cas d'urgence. On aime bien s'appeler les pompiers de la cybersécurité et si vous avez une attaque, vous comprendrez pourquoi, la notion de pompier. L'idée, c'est d'être très réactif pour vous. Nous savons que les cyberattaques peuvent arriver à n'importe quel moment, donc nous sommes disponibles. Pour la notion de cybersécurité, donc on va vous le définir de manière assez théorique. Le terme cybersécurité, c'est formé du préfixe cyber, qui est utilisé pour décrire une personne, une idée ou une chose prenant entièrement existence dans l'espace numérique. Avant le XXIe siècle, on parlait de l'espace comme zone de l'univers située au-delà des atmosphères et des corps célestes. En y ajoutant le préfixe cyber, nous donnons à ce concept une définition numérique. Le cyberespace désigne donc une zone composée de réseaux numériques interconnectés dans lesquels circulent des données numériques. En ajoutant le préfixe cyber au mot sécurité, le terme cybersécurité naît donc et renvoie à la protection des personnes, des idées et des données dans le cyberespace. Quelques chiffres sur la cybercriminalité. Alors vous allez voir, c'est des chiffres qui peuvent faire peur. Parfois on a l'impression que les cyberattaques, ça n'arrive que chez les autres, mais vous allez voir que non, et vous allez le découvrir au cours de ces 4 épisodes. En 2019, on a recensé en France que 92% des entreprises ont été touchées par des cyberattaques. Je suis d'accord avec vous, elles n'ont pas toutes la même ampleur, elles n'ont pas toutes les mêmes conséquences, mais quand même, 92% des entreprises, c'est énorme. 59% des entreprises donc de ces 92% touchés, affirment avoir ressenti un impact considérable sur leur activité. Ça peut les freiner, les bloquer à un instant T, mais ça crée aussi des problèmes plus tard. Si les données de vos clients ont été volées, vos clients ne vous feront plus confiance. Et 43% des entreprises étaient des PME. Donc on a souvent dans l'idée que ça arrive aux grands groupes parce qu'on en entend énormément parler, mais non, ça arrive aussi à des plus petites entreprises. Alors après, on se rend compte qu'il faut du temps, souvent, pour découvrir ces cyberattaques, puisque c'est souvent discret, insinueux, et 7 mois, il s'agit du temps moyen que prend une attaque avant d'être détectée. Qu'une entreprise se rend compte que ces données ont été attaquées. Pour vous donner une idée, on estime en moyenne que le coût d'une cyberattaque en 2019 s'élève à 35 000 €. Soit 3 fois plus qu'en 2018. Et ce que je tiens aussi à vous préciser, c'est qu'avec le télétravail qui augmente, les risques de cyberattaque augmentent aussi puisque les données ne sont plus protégées de la même façon qu'au sein même de l'entreprise comme ça l'était avant. Je vais passer la main à Nicolas pour les notions de réseau informatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Voilà, la définition va être très importante. Alors, il nous faut un objet numérique et une liaison. Alors un objet numérique, c'est quoi? Ça peut être un ordinateur, ça peut être un terminal informatique, ça peut être des périphériques comme les imprimantes, les scanners, ça peut être depuis 2007 un téléphone portable et depuis 2010 des tablettes. À cela, vous allez ajouter un moyen de communication ou des moyens de communication. Ça peut être un câble réseau, ça peut être de la fibre optique, ça peut être du Wi-Fi, ça peut être du courant porteur en ligne, c'est-à-dire l'utilisation de votre réseau électrique pour transporter des informations, ça peut être du Bluetooth, bref, un ou deux éléments, enfin 2 éléments numériques plus une liaison, quelle qu'elle soit, égale un réseau informatique. Dit autrement, 2 objets numériques connectés constituent déjà un réseau. Sur l'animation qu'on vous montre là, on a notre réseau qui est constitué de 3 ordinateurs sur la photo, voilà, sur l'animation. Mais on peut prendre un exemple tout simple, 2 ordinateurs à la maison reliés en Wi-Fi sur votre box, qui peut être la Livebox, la B-Box ou la Freebox, c'est un réseau. Un ordinateur, dans le monde professionnel, un ordinateur relié à une imprimante avec un câble réseau, c'est un réseau. La mise en réseau, dans notre métier, dans notre jargon, c'est la mise en œuvre des outils, des tâches et des automatismes qui permettent de relier des ordinateurs, des périphériques ou tout autre élément afin qu'ils puissent, ensemble, partager des ressources. Jusque dans les années 90 et jusqu'à l'orée des années 2000, on va dire, les réseaux, c'était assez simple, hein, c'était à la maison, vous aviez un ordinateur ou plusieurs ordinateurs, sur chacun de ces ordinateurs vous aviez vos données, il y avait des logiciels qui étaient stockés sur votre disque dur et c'était terminé. Quand vous étiez au travail, vous aviez également un ordinateur ou un terminal sur lequel pouvaient être stockés vos données et vos logiciels, mais ils pouvaient être également stockés sur le réseau, sur un serveur sur le réseau, pardon, qui était et qui appartenait à l'entreprise. C'était relativement simple, on était dans un environnement fini, on était dans un environnement où on connaissait les ordinateurs et le réseau.
Puis est née, dans les années 90, est née la notion d'Internet. L'Internet, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Ça a été très difficile à définir dans ces années-là. Les gens avaient du mal à comprendre ce que c'était qu'Internet. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, mais c'est pas toujours évident de savoir ce que c'est. En fait, Internet, c'est ni plus ni moins que l'interconnexion de réseaux informatiques. C'est-à-dire que sur le schéma que vous voyez là, vous voyez des entreprises en France qui ont leur réseau, vous voyez des universités en Italie qui ont leur réseau, vous voyez des administrations en Europe qui ont leur réseau, et en utilisant l'infrastructure publique, en connectant via Orange, etc., on a relié les réseaux entre eux, et c'est ce qu'on a appelé l'interconnexion de réseaux, donc Internet. Alors bien évidemment, là on a pris un drapeau français, italien, européen, mais ça s'applique à d'autres pays. En clair, nos réseaux locaux à la maison, nos réseaux d'entreprise et nos réseaux d'universités sont tous désormais interconnectés. Les pays européens sont connectés entre eux et l'ensemble des pays du globe sont interconnectés. C'est vraiment la mondialisation de l'Internet, la mondialisation des données. Mais tout ça, cette interconnexion ne suffit pas à définir et à faire Internet. Il manque un point essentiel. Et ce point essentiel, ce sont les services. Mais quels sont ces services, Anaïs? Alors, oui, c'est une très bonne question, Nicolas. Les plus connus, c'est le web, c'est-à-dire le HTTP. Et la version sécurisée, le HTTPS. Le plus utilisé, la messagerie. Le plus regardé, c'est les vidéos en streaming. Le plus d'actualité, c'est le télétravail et les conférences en ligne. On s'est rendu compte avec le confinement que les frontières entre vie perso et vie pro sont minimisées. Le même ordinateur est utilisé pour plusieurs usages. Nous avons aussi d'autres services, le partage de documents et de photos, le stockage des fichiers, les réseaux sociaux, l'accès à des bases de données et l'accès à vos données bancaires. Nicolas va prendre le relais. Donc on reprend notre schéma d'interconnexion de réseaux et on voit cette fois-ci qu'on a bien toujours nos trois réseaux et ils sont interconnectés, encore une fois, c'est vraiment le mot important, mais cette fois-ci on a rajouté la notion de service. C'est-à-dire que tous les ordinateurs, quel que soit l'endroit où ils se situent et dans n'importe quel réseau, ils ont accès à de l'HTTP, à des services, à des photos, etc. en ligne. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons parlé du monde d'hier, hein, où on était chacun chez soi, où les entreprises étaient fermées. Aujourd'hui, tout a changé. Les données et les logiciels sont accessibles et utilisables en ligne. Qui n'a pas accès aujourd'hui à mettre ses photos sur Google, avoir accès à sa messagerie sur Gmail, des services chez Microsoft, des services chez Apple, des services chez Amazon, bref, tout est interconnecté et donc maintenant tout est complètement mélangé partout sur la planète. Vos données sont accessibles de partout, à n'importe quel moment et depuis tous vos périphériques. Pas simplement un ordinateur, mais depuis votre smartphone, depuis vos tablettes, etc. Ces données sont stockées sur des serveurs qui sont bien évidemment distants, qui sont dupliqués pour protéger et permettre la protection de vos données. Qu'est-ce que c'est donc que le cloud, ou en français le nuage? Ce sont simplement nos données qui sont enregistrées et stockées quelque part sur des serveurs qui sont eux-mêmes reliés à Internet. En clair, c'est ce qu'on avait avant, mais appliqué à l'ensemble de la planète. Avant, on stockait nos données dans les ordinateurs de l'entreprise. Maintenant, on est à l'extérieur de l'entreprise, on est partout sur la planète, on a accès à nos données. C'est ce qu'on appelle donc le cloud. Nos données, nos photos, nos vidéos, nos calendriers, nos rendez-vous, nos messages, nos mails, nos commentaires et donc toute notre vie est désormais dans le cloud. Pour la plupart des utilisateurs, c'est quelque chose de flou, c'est une sorte de brouillard quand on ne sait jamais où sont réellement stockées les données. Sont-elles à côté de chez nous? Sont-elles dans une autre région? Sont-elles en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie? Personne n'est capable de répondre à cette épineuse question. En résumé, les réseaux informatiques et donc Internet permettent aux utilisateurs du monde entier de communiquer entre eux, de transférer des informations, de s'échanger des messages, de partager des documents, des photos, de suivre des conférences en ligne comme actuellement et de pouvoir travailler à distance, ce qui nous a bien rendu service pendant le premier et le deuxième confinement. En clair, toutes ces informations-là, enfin tous ces éléments-là nous permettent de vivre la vie numérique comme nous la connaissons en 2020. Mais attention, danger. Et voilà, il y a des cybercriminels. Malgré, bien évidemment, toutes nos données sont interconnectées, on a vu que tout était partagé, qu'on pouvait accéder à nos données depuis partout sur la planète. Oui, mais il peut être dangereux de se faire voler nos identifiants et nos mots de passe. Il peut être intéressant pour certaines personnes de vous dérober vos photos et vos vidéos pour les vendre ou pour en tirer parti. Il peut être lucratif de voir les secrets des entreprises ou d'avoir accès à des données personnelles de votre compte bancaire. On comprend aisément pourquoi.
Il peut être également instructif de lire vos messages, d'avoir accès aux parties privées de vos réseaux sociaux, pour savoir ce que vous dites, encore une fois. Il peut être malin d'avoir accès à l'écran de toutes les touches sur lesquelles vous appuyez au cours de votre journée du numérique, que ce soit à la maison, en télétravail ou en entreprise. Il peut être voyeur de prendre contrôle de votre webcam à distance et de surveiller en permanence tout ce qui se passe chez vous. Et on voit apparaître aussi des patrons, des personnes qui surveillent les employés, qui regardent où vous êtes alors que vous êtes censé être en télétravail et qui vont vérifier sur tout ce que vous dites, à la fois sur les réseaux sociaux et dans vos messages, ce que vous dites sur le patron ou sur l'entreprise. Donc sur notre schéma, que vous commencez à bien connaître, on voit donc des personnes malveillantes qui vont envoyer des vers et qui vont essayer de passer au travers de nos réseaux pour venir s'infiltrer à l'intérieur de nos données et voir un petit peu tout ce qui se passe. Derrière tous ces dangers se cache généralement ce qu'on appelait avant un hacker et ce que l'on appelle maintenant un cybercriminel. Parce que le hacker, il avait une vision assez gentille. Il venait, c'était un défi, il s'occupait de voir un petit peu ce qui se passait chez vous, mais sans faire de mal. Il trouvait une faille de sécurité, puis il vous avertissait. C'était un petit peu un jeu pour eux. Mais depuis quelques temps, et depuis l'explosion d'utilisation d'Internet, on voit que la cybercriminalité explose. En fait, c'est des criminels anciens qui se sont mis au monde virtuel. C'est ce qu'on a appelé donc des cybercriminels. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rechercher des informations, qu'elles soient personnelles, financières, accès aux propriétés intellectuelles. Pourquoi faire? Eh bien, pour les vendre. Elles vont les vendre sur le dark web. Elles vont essayer de faire de l'argent ou de vous mettre des rançons sur vos données et vous faire peur. Mais ça va plus loin que les cybercriminels. On a vu aussi des pays se structurer, faire appel à des armées de cybercriminels pour subtiliser les données des entreprises, pour compromettre des informations, on va dire, compromettre des structures carrément étatiques ou d'entreprises et mettre à mal vos infrastructures. Les attaques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec celles d'hier. Elles sont extrêmement sophistiquées, elles sont persistantes et elles peuvent causer des dommages considérables au réseau, votre réseau à la maison, aux réseaux d'entreprise, aux organisations, voire elles sont en mesure aujourd'hui de paralyser une économie ou de blesser un pays. On va vous décrire brièvement les étapes d'une cyberattaque classique. Comment ça se passe? La première des étapes, le cybercriminel ou l'auteur de l'attaque va utiliser un mail, va utiliser une clé USB, quelqu'un qui vous aura prêté une clé USB, que vous ne savez pas ce qu'il y a dessus. Ça peut être un fichier que vous recevez, une vulnérabilité dans une application que vous utilisez ou dans la configuration du réseau sur lequel vous vous trouvez. Et le cybercriminel va donc en profiter pour s'infiltrer sur votre réseau, installer un logiciel malveillant qu'on appelle un malware. La cible, c'est-à-dire vous, est alors compromise. Le logiciel, le malware, va sonder le réseau pour déceler d'autres vulnérabilités. Il va en profiter. Pourquoi il peut le faire? Parce qu'il est sur votre ordinateur et vous êtes dans le réseau de la maison ou vous êtes dans le réseau de l'entreprise. Donc, il est déjà dans la structure. Donc, il va vérifier, il va essayer de trouver des points d'accès, il va essayer de communiquer avec des sites web de commande et de contrôle pour recevoir des instructions à distance, mais grâce à vous, et de pouvoir injecter ou de travailler sur du code malveillant. Bien souvent, il va créer des nouveaux points d'entrée, à la fois dans votre ordinateur, mais dans d'autres ordinateurs du réseau, pour être capable, même si votre ordinateur est éteint, de pouvoir poursuivre l'attaque une fois que votre ordinateur sera fermé, ou même si vous partez avec l'ordinateur. Il aura d'autres points de relais, donc dans l'entreprise. Une fois donc que le réseau est infiltré, une fois qu'il est à l'intérieur, ce pirate, il va commencer à recueillir des données, telles que les noms d'utilisateurs, les identifiants, les mots de passe. Lorsqu'il a craqué ces mots de passe, il pourra même s'identifier sur d'autres services et avoir accès à d'autres données de l'entreprise ou de votre réseau. Les données recueillies, elles, ils vont mettre en place, le cybercriminel va mettre en place une sorte de serveur en interne sur lequel il va stocker toutes les informations qu'il peut récupérer et tout doucement, régulièrement, pendant des jours, voire des mois, il va tenter d'exfiltrer ces données vers ses propres réseaux à vous. Et là, il y a réellement violation des données, de vos données. Le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de minimiser son empreinte et donc il va essayer d'effacer toute trace de la cyberattaque. Mais l'entreprise, elle, demeure compromise et corrompue. Le cybercriminel, avec les points d'accès qu'il aura créés dans l'entreprise, va pouvoir continuer à avoir accès à ce réseau, revenir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, pour voir s'il y a des nouvelles informations, s'il y a des nouvelles choses, et pouvoir continuer à violer les données de votre entreprise.
Voici quelques grands types de malware, de logiciels malveillants. On va dire que je ne les prends pas forcément dans l'ordre. On va prendre celui qui est en bas à gauche. Le plus connu et le plus ancien, c'est ce qu'on appelait le worms en anglais. C'est en fait le virus. Le virus, au départ, c'était un défi par des gens qui s'amusaient à faire des logiciels qui allaient perturber leurs copains ou les gens avec qui ils travaillaient. C'était par exemple faire un virus qui inversait, je ne sais pas moi, par exemple l'écran de l'ordinateur. C'est-à-dire que votre écran, tout d'un coup, il s'affichait la tête en bas. Donc c'était rigolo, mais ça n'avait aucun impact pour l'ordinateur. Ça pouvait être aussi inverser les touches du clavier. Quand vous appuyez sur A, c'était la lettre H qui s'imprimait à l'écran. Donc ça perturbait tout le monde, c'était rigolo, mais voilà, ça n'avait pas plus d'impact que ça. Et tout doucement, les gens ont commencé à créer des virus qui étaient non plus sympathiques, mais qui devenaient désagréables. Les virus les plus violents vont même jusqu'à détruire le disque dur de votre ordinateur et détruire donc toutes vos données. Donc là, vraiment, ce n'est plus marrant du tout. Le plus d'actualité que vous avez rencontré peut-être et vous en avez beaucoup entendu parler en 2019 et 2020, c'est ce qu'on appelle le ransomware. Le ransomware, c'est un logiciel qui vient s'installer sur votre ordinateur et dès qu'il est sur votre ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va crypter toutes vos données, vos fichiers Excel, vos fichiers Word, vos photos, vos vidéos. En fait, toute votre vie numérique va être cryptée, c'est-à-dire que les données vont être chiffrées et vous n'aurez plus accès à vos données. À la place, vous allez avoir une image qui va s'afficher et sur cette image, on va vous dire, si vous voulez récupérer vos données, il faut payer une rançon, d'où le terme de ransomware. Il faut payer une rançon, oui, mais est-ce qu'il faut payer la rançon? La plupart du temps, non, il ne faut pas, parce que ça va vous coûter vraiment d'argent et vous n'êtes même pas sûr que le pirate va vous envoyer la clé de décryptage. Donc le mieux, mais on en parlera plus tard et dans d'autres webinars, c'est d'avoir vraiment des données qui sont sauvegardées. Ne pas laisser vos données sur votre ordinateur ou sur une simple clé USB. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Il y a le spyware. Le spyware, c'est un petit outil qui va s'installer sur votre ordinateur, qui est quasiment invisible, et qui va épier tout ce que vous dites. Il va épier la caméra de votre ordinateur, il va épier le son de votre ordinateur, et ce genre de logiciel a même été installé sur des télés, je ne vais pas citer le nom, mais je n'ai pas le droit, mais sur des télés d'un très grand constructeur. En fait, il y avait un spyware à l'intérieur, et en fait, toutes les données, c'est-à-dire la caméra, on voyait tout ce qui se passait chez les gens et on entendait tout ce qui se passait chez les gens. Donc c'était quand même un petit peu embêtant. L'adware, celui-là est très connu. Vous allez régulièrement, je ne sais pas, regarder des vidéos pour acheter du matériel de sport, pour acheter des baskets, pour acheter un short, etc. Et vous allez vous apercevoir que régulièrement après, même quand vous êtes sur d'autres sites, on va vous proposer des articles de sport. Voilà, on aura en fait espionné votre comportement, on aura analysé les sites sur lesquels vous allez, et après on va utiliser ces données pour vous vendre d'autres produits. Il y a également le cheval de Troie, le Trojan, qui est un logiciel qui va se mettre dans votre ordinateur et qui va permettre de s'infiltrer, de récupérer tout un tas de données, on en a parlé un petit peu avant. Et le botnet, ça va être un logiciel qui, lui, va transformer votre machine en machine zombie. C'est-à-dire que votre machine, vous ne le verrez pas, c'est totalement invisible, et en fait, votre machine sera prête et disponible pour des cybercriminels et qui vont utiliser votre périphérique pour aller attaquer d'autres sites. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de vous, se servir de millions de PC comme vous ou de machines comme vous zombies pour aller effectuer d'autres attaques. Alors, une estimation basse, c'est que 70% des ordinateurs et des périphériques de la planète seraient des machines zombies. Une estimation haute, au-delà de 90%. C'est-à-dire qu'il y a de très grandes chances que votre machine soit une machine zombie. Anaïs, comment peut-on se protéger des cyberattaques? Il existe plusieurs moyens et de nombreux outils pour se protéger. Et souvent, ces outils sont complémentaires. Ils ne sont pas toujours simples à utiliser pour des personnes non expertes, par contre. C'est vrai qu'en plus, le choix est assez dur à faire. Il y a de nombreuses marques entreprises qui en développent, mais savoir si on choisit le bon, c'est pas toujours sûr. Et le plus important, c'est qu'ils doivent être régulièrement mis à jour et contrôlés. Les mises à jour en fait, de ces logiciels permettent de tenir votre ordinateur informé des nouvelles attaques possibles. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'installer un antivirus un jour, il faut le mettre à jour à chaque fois qu'il vous le propose. L'idéal, ce serait de le faire presque quasi quotidiennement parce que les pirates vont très vite et sont capables de développer de nouvelles attaques très régulièrement.
Alors, on a aussi cette notion de coût, parce qu'effectivement, un logiciel qui permet de protéger votre système informatique ou votre ordinateur coûte de l'argent. Alors, ça coûte de l'argent parce que souvent, ce n'est pas le bon logiciel qui va être utilisé pour protéger votre ordinateur. En fait, aujourd'hui, on se dit que voilà, on achète un antivirus cher et ça va faire le boulot. Mais malheureusement, il vaut mieux peut-être parfois choisir plusieurs petits outils qui vont protéger de manière complète vos périphériques plutôt que d'en choisir un seul qui est coûteux et qui ne protégera que d'une ou deux attaques. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est que ces logiciels proviennent d'Internet. Alors sont-ils vraiment sûrs? Est-ce qu'ils n'intègrent pas déjà de ransomware ou autre qui pourrait tout de suite infecter votre ordinateur? Du coup, Nicolas va vous expliquer comment vous pouvez vous protéger des cyberattaques. On va parler, merci Anaïs, on va parler de deux grandes familles de protection des données, des cyberattaques. On va parler du pare-feu, des pare-feux, et on va parler des antivirus. Donc un des outils les plus anciens et les plus utilisés, c'est le pare-feu, le firewall en anglais. C'est un élément qui agit comme une barrière. C'est comme si on montait un mur face à Internet. Donc, pour imager, c'est le videur à l'entrée d'une boîte de nuit ou d'un bar qui va contrôler en permanence les personnes qui rentrent et qui sortent, pour ne pas laisser sortir n'importe quand les gens ou ne pas laisser rentrer n'importe qui par rapport à un certain nombre de critères. Donc ce pare-feu, ce firewall, ça peut être du logiciel, si c'est chez vous, à la maison, sur votre ordinateur personnel, ou ça peut être du matériel. Alors on le trouve à deux endroits sur le matériel. Toutes vos box, c'est-à-dire les Livebox, les Freebox, les Bbox, qui vous permettent d'aller sur Internet, intègrent désormais des firewalls. C'est-à-dire qu'il y a un firewall qui est à l'intérieur de ces éléments-là et qui est censé vous protéger. Je dis bien censé parce qu'on ne sait jamais vraiment comment ces firewalls ont été configurés. Mais toujours est-il que les constructeurs ont intégré la notion de sécurité et ont voulu au minimum protéger les gens. C'est-à-dire que vous êtes derrière votre box, vous êtes un minimum, je dis bien un minimum protégé. En entreprise, ces firewalls, ce sont généralement des grosses machines ou des serveurs qui permettent de vraiment filtrer en permanence toutes les entrées et toutes les sorties pour être vraiment sûr et protéger l'entreprise. C'est l'outil vraiment qui régule les échanges et les flux de données entre les ordinateurs du réseau à la maison et du réseau de l'entreprise et de l'Internet. Mais il ne fait pas que ça. On peut aussi le configurer pour qu'il filtre ou qu'il vérifie en fonction de règles bien prédéfinies. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des horaires. Est-ce qu'à tel moment, la nuit, des données peuvent rentrer chez vous personnellement? Je ne suis pas vraiment sûr. Est-ce que ça peut être telle ou telle information qui a le droit de rentrer à tel moment dans une entreprise? Ça peut être aussi en fonction du périphérique utilisé. Est-ce qu'une tablette doit recevoir des informations la nuit? Oui ou non? Tout ça, ce sont des éléments à définir qui permettent de configurer le pare-feu pour qu'il soit le plus protégeant pour le réseau. L'autre grande classe d'outils que l'on va rencontrer, ça va être la classe des antivirus. Alors les antivirus, ce sont des logiciels, comme on a parlé un petit peu Anaïs, ce sont des logiciels de protection contre tous les programmes type malveillants. Alors les programmes malveillants, ça va être, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être les virus, les vers, les chevaux de Troie, les trojans, ça peut être les spyware, ça peut être les ransomware, etc., etc. Le fonctionnement de ces antivirus va s'appuyer en fait sur des bases de données qui sont mises en œuvre, qui sont constituées par les concepteurs, les réalisateurs d'antivirus, et ces bases de données, elles doivent être mises à jour régulièrement. L'idéal, c'est plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que les virus évoluent très vite. Les pirates, les cybercriminels, voire les États changent leurs attaques en permanence. Et si vous mettez à jour votre antivirus une fois par mois, une fois tous les 6 mois, il n'a absolument aucune valeur. L'idée, plusieurs fois par jour, de mettre votre antivirus à jour. Donc, que vont faire ces outils? Ils vont essayer de repérer les virus, de tenter de les bloquer et de tenter surtout qu'ils infectent votre ordinateur et tout le réseau. Ils peuvent détecter en permanence la présence de logiciels malveillants et néfastes pour vos données et les placer en quarantaine. Certains outils sont très bien étudiés et peuvent aller jusqu'à repérer les fichiers, les réparer surtout et éviter qu'ils endommagent ceux et les éléments de votre ordinateur. Donc notre schéma, on en revient encore au premier schéma de départ, donc il est un petit peu plus compliqué et on voit que là, on a essayé d'empêcher le cybercriminel de faire son office. C'est-à-dire que dans nos réseaux, on a mis des antivirus, on a mis des firewalls pour essayer de tenter
de protéger, je dis bien tenter de protéger au maximum nos données. Pourquoi tenter? Parce qu'on sait très bien qu'il y aura toujours, et on sera toujours en retard d'une faille de sécurité. Donc la question qui permet de résumer ce premier webinaire, la question n'est plus tellement de savoir si vous allez être victime d'un piratage, mais plutôt quand. Et pour conclure, écoutez, nous allons vous remercier pour votre attention. On vous donne surtout rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 2, donc jeudi 26 à 15 h sur la même plateforme. Le programme, c'est l'authentification et la confidentialité. Vous allez voir que votre personne et vos données sur Internet, tout est très lié et c'est super important que vous en preniez bien conscience. Pour retrouver l'actualité de 3S Sécurité, c'est sur LinkedIn et sur Facebook. Et en attendant, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire sous la vidéo YouTube ou alors sur le lien Zoom. Nous vous attendons pour une session de questions-réponses juste après la diffusion de l'émission. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Nicolas.